بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble module théorie de signal et on va commencer par chapitre numéro 1, généralité sur les signaux. Voici le plan de notre cours. On va commencer par une introduction. Après, on passe aux classifications des signaux. Troisièmement, on va voir ensemble les signaux élémentaires. Et quatrièmement, l'approximation des signaux par des fonctions orthogonales. C'est quoi un signal? On peut définir un signal comme étant une représentation physique d'une information à transmettre, ou bien c'est une entité qui sert à véhiculer une information. Voici quelques exemples des signaux. Vous avez les ondes acoustiques, par exemple le courant délivré par un microphone. Comme titre d'exemple, vous avez la parole, musique, etc. On trouve aussi les signaux physiologiques. Vous avez le EEG, le ECG, le EMG, etc. Sans oublier aussi la tension aux bornes d'un condensateur en charge. Vous avez les panneaux photovoltaïques, solaires ou bien batteries. On trouve aussi les signaux géophysiques. Vous trouvez des vibrations sismiques, la structure en génie civil, bâtiments, barrages, etc. Plus la pluviométrie, c'est l'intensité de pluie, la concentration d'une matière dans un lac ou bien un barrage. Vous avez le phosphate, nitrate, etc. On trouve aussi domaine de finance, le cours de la bourse. Et comme titre d'exemple de signaux, on peut classer les images aussi comme des signaux bidimensionnels et les vidéos comme signaux 3 dimensions. Maintenant, on passe à la définition. C'est quoi un bruit? On peut définir un bruit comme étant tout phénomène perturbateur pouvant gêner la perception ou bien l'interprétation d'un signal. Ce sont des entités qui servent à véhiculer une information aussi. Comme titre d'application du traitement de signal, on le trouve dans le domaine de l'automatisation des procédés, dans le domaine de robotique et mécatronique, domaine de génie biologie et médicale pour les systèmes embarqués, les smart cities, les smart homes. On passe maintenant à la définition du traitement de signal. Le traitement de signal, c'est la discipline qui a pour but l'élaboration ou bien l'interprétation des signaux porteurs d'informations en s'appuyant sur l'électronique, l'informatique et la physique appliquée. Quel est l'objectif du traitement de signal? C'est bien décrire et représenter les signaux, comprendre le principe et les limitations des méthodes d'analyse et de traitement. On peut résumer que le traitement du signal, c'est la discipline qui a pour but l'élaboration ou bien l'interprétation des signaux porteurs d'informations en s'appuyant sur l'électronique, l'informatique et la physique appliquée. Quel est l'objectif du traitement de signal? C'est bien décrire et représenter les signaux. Et deuxièmement, comprendre le principe et les limitations des méthodes d'analyse et de traitement. Maintenant, c'est quoi une chaîne de transmission d'un signal analogique? Donc, vous avez le système physique qui passe à travers un capteur accompagné de bruit. On aura à la sortie un signal électrique plus le bruit. On fait passer à travers un canal de transmission aussi accompagné de bruit. Après le récepteur, traitement pour arriver à la fin à une information utile et bruit résiduel. Maintenant, on va voir la classification des signaux. Donc, on peut envisager plusieurs modes de classification pour les signaux selon leurs propriétés. Vous trouvez des classifications phénoménologiques, classification énergétique, classification morphologique,
On peut envisager plusieurs modes de classification pour les signaux selon leurs propriétés. Donc, on va commencer par une classification phénoménologique. Deuxièmement, une classification énergétique. Et vous avez aussi la classification morphologique. Ici, par exemple, comme titre d'exemple, vous avez des exemples sur des signaux qui sont déterministes ou bien aléatoires. Donc, ici, vous avez un signal exponentiel décroissante, une rampe, échelon et un signal sinusoïdal. On passe maintenant au deuxième type de classification qui est la classification énergétique. Toujours, nous avons une classification peut être faite à partir des notions d'énergie et de puissance d'un signal. Vous avez toujours le contenu C d'un signal S de T égale, C égale, un intégral entre moins l'infini à plus l'infini de S de T dt. Maintenant, si on va parler côté énergie d'un signal, qui est une fonction réelle au complexe de T, donc nous avons l'énergie calculée par la formule suivante. E de S égale un intégral entre moins l'infini à plus l'infini de S de T élevé au carré dt. On peut avoir aussi que l'énergie est aussi appelée valeur quadratique de S de T. Toujours avec la classification énergétique, nous avons la puissance moyenne d'un signal. Elle est définie par la formule suivante. Vous avez P de S égale la limite de 1 sur grand T quand T tend vers l'infini, un intégral sur une période de temps de S de T élevé au carré dt. Nous avons le cas particulier où une S de T est cône périodique de période grand T. Donc, nous avons PS est défini par 1 sur grand T, un intégral sur T, de S de T élevé au carré dt. Sachant que la puissance moyenne est aussi appelée valeur quadratique moyenne de S de T. On distingue les signaux à énergie finie et les signaux à puissance moyenne finie. On passe maintenant à la classification morphologique. Nous avons soit une classification suivant l'intervalle de temps ou bien selon l'amplitude. Donc, si nous avons le temps continu, l'amplitude continue, donc on aura un signal continu. Ou bien, on fait le passage, le temps continu, le temps discret, l'amplitude continue discrète à travers une quantification. Donc, vous avez soit quantification ou bien échantillonnage. Maintenant, on va voir ensemble les signaux typiques. Afin de simplifier les opérations ainsi que les formules obtenues, certains signaux fréquemment rencontrés en traitement de signal disposent d'une modélisation propre. Et on va commencer par la fonction signe. Deuxième type de signaux, c'est bien la fonction échelon. Troisième fonction, c'est bien la fonction rampe. Quatrième fonction, c'est la fonction rectangulaire ou bien porte. Et on peut trouver aussi la fonction triangulaire. Donc, nous avons la fonction signe, la fonction échelon, la fonction rampe, la fonction rectangulaire ou bien porte, la fonction triangulaire et l'impulsion de Dirac. On va commencer par définir la fonction signe. Donc, nous avons la fonction signe représentée par cette représentation graphique est égale à moins 1 pour t négatif, égale à plus 1 pour t positif. Nous avons aussi que par convention, on admet pour valeur à l'origine signe de t égale à 0 pour t égale à 0. On passe maintenant deuxième fonction, c'est bien la fonction échelon. Elle est définie par u de t égale à 0 pour t négative, u de t égale à 1 pour t supérieur ou égal à 0. Troisième fonction, c'est bien la fonction rampe. Cette fonction est définie par r de t égale à t par l'échelon u de t, sachant que la rampe de t égale à 0 pour t inférieur ou égal à 0 égale à t pour t supérieur à 0. Quatrième fonction, c'est bien la fonction rectangulaire ou bien porte, pardon.
Cette fonction est définie par règle de t égale à 1 pour t en valeur absolue inférieure à t sur 2. Règle de t égale à 0 pour t en valeur absolue doit être supérieure ou égale à t sur 2. Donc, égal à 0 pour t compris entre moins l'infini et moins t sur 2. Et de t sur 2 à plus l'infini, égal à 1 entre moins t sur 2 et plus t sur 2. Cinquième fonction, c'est bien la fonction triangulaire. Donc, vous avez trait de t égale à 1 moins la valeur absolue de t. C'était en valeur absolue et inférieure à 1. Et nous avons trait de t égale à 0. C'était supérieur à 1. Sixième fonction, c'est bien l'impulsion de Dirac. Par définition, nous avons que l'impulsion de Dirac correspond à une fonction porte dont la largeur grand T tendrait vers 0 et dont l'air est égal à 1. Donc, vous avez Dirac de t égale à 1 pour t égale à 0, égale à 0 pour t différent de 0. On passe maintenant aux propriétés de l'impulsion de Dirac et on va commencer par l'intégrale. Vous avez toujours que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t dt égale à 1. Et vous avez aussi que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par Dirac de t dt égale à x de 0. Pardon. Et l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par Dirac de t moins t0 dt égale à x de t0. On passe aux deuxième propriété, c'est bien le produit. Donc, vous avez x de t par Dirac de t égale à x de 0, Dirac de t égale à x de 0. Vous avez aussi x de t par Dirac de t moins t0 égale à x de t0. Dirac de t moins t0 est égal à x de t0. Pour l'identité, donc si vous avez un produit entre x de t et Dirac de t, le résultat, c'est bien x de t. Donc, on peut considérer comme Dirac de t comme l'élément neutre du produit. Pour la translation, nous avons x de t convolu avec Dirac de t moins t0 est égal à x de t moins t0. Maintenant, si nous avons un produit entre x de t moins t1 avec Dirac de t moins t0, on aura x de t moins t1 moins t0. Pour la peignée de Dirac, donc on appelle peignée de Dirac une succession périodique d'impulsion de Dirac. Donc vous avez Dirac t de t égale une somme pour k varie de moins l'infini à plus l'infini, Dirac de t moins kt. Et on voit bien sur cette figure la peignée de Dirac, sachant que t c'est la période du peigne. Et cette suite est parfois appelée fonction d'échantillonnage ou bien train d'impulsion. Huitième fonction, c'est bien ce qu'on appelle le sinus cardinal. Nous avons par définition que la fonction sinus cardinal est définie par sinus cardinal de t égale sinus pt sur pt. Donc, sachant que la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0 égale à 1. Donc, nous avons que cette fonction joue un rôle très important au traitement de signal. Maintenant, on va passer aux deuxième partie, c'est bien le développement des signaux en série de fonctions orthogonales. Donc, cette partie représente un supplément d'informations pour permettre à l'étudiant d'avoir juste une idée générale sur la théorie d'approximation des signaux. Donc, quel est le principe de la représentation vectorielle des signaux? Le principe de la représentation vectorielle de signaux revient à considérer tout signal S de t comme la combinaison linéaire de une fonction phi k de t, sachant que S de t, ça sera une somme de alpha k phi k de t de k varie de 1 jusqu'à m, ou bien S de t, ça sera une somme de k varie de moins l'infini à plus l'infini de alpha k phi k de t. Sachant que les coefficients alpha k à déterminer, bien sûr, constituaient une approximation ou bien une représentation discrète du signal S de t. Nous avons que l'intérêt majeur de cette décomposition linéaire d'un signal à l'aide des signaux plus simples est de faciliter l'analyse des différents types de signaux. Donc, ceci est constitué de fondements de l'analyse des signaux. Maintenant, on passe aux mesures de la distance euclidienne.
Par définition, nous avons la distance euclidienne entre deux signaux. La distance euclidienne entre deux vecteurs x égale à x1, x2 jusqu'à xn, y égale à y1 jusqu'à yn est définie par d entre la distance entre x, y égale la racine carrée d'une somme pour i variable 1 jusqu'à m de xi moins yg élevé au carré. Sachant que le symbole de la valeur absolue, c'est une norme dans le cas d'un vecteur complexe, bien sûr. La distance dt entre S et R permet de mesurer le degré de dessemblance entre deux signaux sur un intervalle de temps grand T. Pardon. On passe maintenant à la définition d'une norme L au carré. Nous avons que l'ensemble des signaux fonctions réelles ou complexes du temps définis sur une durée grand T de carré intégrable, c'est-à-dire d'énergie finie, forme un espace L au carré de normes. Donc, vous avez la norme de S et la distance entre S et 0. Donc, ça sera un racine carrée d'un intégral entre T1 et T2 de S de T élevé au carré de T. Donc, S au carré représente l'énergie de S de T. Et la distance entre deux signaux S de T et R de T est donnée par la formule suivante. Donc, vous avez la distance entre S ou R est égale la norme de S moins R. Donc, c'est la racine carrée d'un intégral entre T1 et T2 de S de T moins R de T élevé au carré dt. Maintenant, on passe au produit scalaire. Vous avez que le produit scalaire de deux vecteurs x égale à x1, x2 jusqu'à xn, y égale à y1, y2 jusqu'à yn, peut s'écrire comme suit. Donc, le produit scalaire entre x, y, c'est la somme de i variable 1 jusqu'à n de xi par y, i étoile. Et vous avez toujours le produit scalaire entre x et x est égal à la norme de x élevé au carré, sachant que y étoile de i désigne le conjugué complexe de y. Maintenant, si on va définir c'est quoi un produit scalaire de deux vecteurs, donc le produit scalaire de deux vecteurs x égale à x1, x2, xn, y égale y1, y2 jusqu'à yn peut s'écrire comme suit. Donc, vous avez le produit scalaire x par y, c'est la somme pour i variable 1 jusqu'à n de xi par yi conjugué. Et donc, en particulier, vous avez x par x, c'est la norme de x au carré. Maintenant, pour le produit scalaire de deux signaux, S de t et R de t est défini par le produit scalaire entre S et R conjugué, c'est l'intégrale sur l'intervalle de temps de S de t par R conjugué de t. Et vous avez que le produit scalaire entre S et S conjugué, c'est la norme de S élevé au carré. Maintenant, pour les signaux orthogonaux, nous avons que deux vecteurs x, y sont orthogonaux. Bien sûr, si nous avons leur produit scalaire est nul. Maintenant, pour les signes, donc les vecteurs orthogonaux, pour les signaux orthogonaux, nous avons deux signaux S de t et R de t sont orthogonaux. Si leur produit scalaire est nul. On passe maintenant l'inégalité de Schwartz d'une manière analogue au cas du produit scalaire de deux vecteurs. On montre pour S de t et R de t deux signaux d'énergie finie. Nous avons S, la norme de SR est égale à la norme de S au carré par R au carré. Maintenant, pour l'erreur quadratique moyenne, donc on appelle erreur quadratique d'approximation E de t la différence entre le signal S de t et son approximation. Dans ce cas, vous aurez E de t égale à S de t moins S tilde de t, donc c'est S approximé. Maintenant, pour l'approximation d'un signal au sens de moindre carré, l'approximation S tilde de t de S de t est optimale au sens des moindres carrés. C'est la norme de E est minimale, c'est-à-dire si nous avons un signal d'erreur E de t, icône orthogonale, la fonction fait k de t. Donc,
On va s'arrêter ici. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo. Merci.